Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce webinaire organisé par Iris et Hachette Éducation à l'occasion de la publication de la nouvelle édition du manuel de HEGSP première chez Hachette Éducation. Alors, ce webinaire, vous le savez, est consacré à la géopolitique des séries, de la fiction à la réalité, pour l'interrogation. Je vous présente rapidement nos intervenants. Alors, nous avons le plaisir de recevoir Virginie Martin, professeure de sciences politiques et sociologie à Cambridge Business School. Bonjour. Bonjour, Madame Martin. Franciane Allaire, professeure agrégée d'histoire, enseignante au lycée Albert Châtelet à Douai. Bonjour. Et auteur du manuel Hachette Éducation. Fanny Maillot-Vieille, professeure agrégée de géographie, enseignante au lycée Jacques Decour à Paris. Bonjour. Et enfin Antoine Diacre, coordinateur de la recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques à l'IRIS. Bonjour. Bonjour Antoine. Voilà, donc on va vous proposer 3 temps. Un premier temps d'exposé de la part de Virginie Martin et d'Antoine Diacre. Il y aura ensuite un deuxième temps de questions-réponses, de dialogue entre nos 4 intervenants. Ce sera l'occasion notamment d'articuler le thème de la conférence à certains des thèmes de la spécialité de première, de géopolitique. Et enfin, on aura un temps d'échange. Donc on attend vos questions. Nul doute qu'elles seront nombreuses et ce sera l'occasion de clore cette conférence par cet échange. Voilà, donc je vous laisse la parole à vous, Virginie Martin et Antoine Diacre, pour ce webinaire. Merci. Merci. Antoine, c'était vous qui étiez censé commencer, c'est ça? D'après ce que j'avais compris. Très bien, écoutez, je commence avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors moi, ce dont je vais vous parler, c'est en quoi les séries sont un bon outil de l'appréhension de la matière géopolitique. Alors, la géopolitique est à la fois une matière très accessible, évidemment, en ce sens qu'aujourd'hui, elle est notre quotidien, elle affecte notre quotidien et qu'on est tous affectés de près ou de loin par ces questions géopolitiques. Et à la fois une matière extrêmement complexe, tant les composantes de cette matière sont multiples, donc évidemment historiques, géographiques, profondes, économiques, culturelles, religieuses, technologiques, climatiques. Voilà, la liste peut être extrêmement longue. Ce que je trouvais intéressant en introduction, c'était peut-être d'avoir 2 lectures de l'apport des séries en matière géopolitique. Peut-être une approche, une lecture assez globale de ce qu'est la géopolitique et ensuite une analyse des composantes et d'essayer d'en fait aller piocher dans différentes séries des composantes de la géopolitique pour essayer d'agrémenter et d'alimenter la matière et l'analyse. La première série que je trouvais très intéressante justement dans cette analyse un peu globale de ce qu'est la géopolitique, c'est la série Game of Thrones, dont je pense que tout le monde a entendu parler évidemment. Elle est probablement la plus pertinente pour appréhender la matière. Pourquoi? Parce qu'elle réunit toutes les composantes de ce qu'est la géopolitique et qu'il est assez aisé, en tout cas pas très compliqué, de faire l'analogie avec le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. En effet, on a sur un ensemble de territoires donnés, géographiquement restreints, avec des frontières déterminées, plusieurs groupes, populations, gouvernements, ethnies qui évoluent. Tous ces groupes évoluent de manière différente, avec des traditions, des coutumes, des valeurs différentes, des histoires différentes, des territoires, des géographies différentes. Et de tout cela découlent évidemment des ambitions, des velléités différentes. Certains souhaitent accéder au pouvoir, d'autres unir pour fédérer, d'autres qui veulent faire régner la paix et la prospérité, d'autres qui souhaitent reconquérir des territoires historiquement perdus, d'autres qui souhaitent imposer une morale ou une certaine vision du monde à d'autres. Enfin, d'autres qui cherchent à fuir un ennemi destructeur qui remet en cause leur intégrité physique et jusqu'à leur existence. Donc, toutes ces interactions mènent inexorablement à des tensions. Ces tensions mènent à des alliances, qu'elles soient économiques, militaires, à des remises en cause, évidemment, de la souveraineté, à des ingérences et évidemment à des guerres et des conflits. Et en fait, tout cela, c'est là où je parlais d'analogie, ce sont les relations internationales. Donc, appréhender tous ces rapports de force stratégiques, économiques, politiques, c'est en fait comprendre comment sont régies les relations internationales. Ça, c'est une sorte de première analyse qui permet de comprendre ce qu'est la géopolitique, c'est-à-dire les relations entre États et acteurs internationaux. Et il y a une deuxième strate
peut-être un peu plus, non pas technique, mais peut-être un peu plus fine, des composantes de la géopolitique, c'est-à-dire les facteurs de décision et d'orientation des politiques nationales et internationales en matière de relations internationales et in fine qui façonnent la géopolitique et l'action des États sur la scène internationale. Une série sur laquelle je tenais à m'appuyer pour deux raisons. D'une part, parce que c'est une série que j'ai personnellement adorée et parce que c'est aussi la série qui fait l'objet d'une étude toute particulière dans le manuel. C'est la série Le Bureau des légendes. Elle est extrêmement intéressante d'une part parce que c'est une série très réaliste. Alors, on peut y voir certains manquements ou certaines imprécisions, mais de manière très générale, elle est quand même très réaliste. Et d'autre part, c'est une série contemporaine, donc aux prises avec les réalités géopolitiques auxquelles les États, et en l'espèce la France, sont confrontés. Donc, ça permet d'appréhender tous ces enjeux contemporains. Donc, un peu dans le désordre, mais la série s'intéresse aux questions du terrorisme, s'intéresse à la question de la lutte contre l'État islamique à Daesh, avec le personnage de Malotru qui va être infiltré justement dans l'organisation. S'intéresse également à la question de la prolifération nucléaire, donc du nucléaire militaire, avec un personnage qui est envoyé sous couverture en Iran pour justement enquêter sur les capacités de développement nucléaire militaire du pays. On a évidemment les questions cyber aussi sur les dernières saisons où les agents de la DGSE enquêtent et sont infiltrés pour appréhender les capacités, notamment offensives, de certains pays, en l'occurrence la Russie et le Cambodge, mais ce ne sont pas les seuls à le faire, mais dans la série, c'est dans ces deux pays que sont déplacés les agents. Et il y a également le rapport à l'État russe, donc on retrouve dans les deux dernières saisons notamment, qui, on va le voir, mais ce n'est pas la série la plus à même de faire cette analogie, je vais le développer après, mais qui peut être analysée justement au regard de la situation russe actuelle. La deuxième série dont je voulais parler est la série Occupied, qui date de 2015, donc qui met en fiction une rupture stratégique, une réelle rupture stratégique avec les États-Unis qui auraient quitté l'OTAN et donc qui auraient retiré toute leur protection militaire de ses membres et donc de la Norvège. La Norvège qui en parallèle cesse une production d'hydrocarbures pour des questions écologiques. Et à côté de ça, on a une crise géopolitique majeure et énergétique en Union européenne. Et donc, on a tout un jeu stratégique, politique qui mêle toutes ces composantes, qui va amener la Russie à s'ingérer dans les affaires intérieures de la Norvège, puis envahir le pays, avec à côté de ça l'Union européenne, tout ça sur des questions énergétiques. Donc là, on retrouve évidemment un écho très important avec la situation actuelle, avec l'invasion de l'Ukraine, la crise énergétique européenne que l'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, c'est très intéressant de ce point de vue-là aussi pour voir un peu quelle analogie peut être faite entre une série fiction et la réalité, la géopolitique telle qu'on la connaît et qu'on la vit au quotidien. Et enfin, je trouvais intéressant conformément à l'idée que la géopolitique peut se retrouver dans énormément de séries et que la multiplicité, la multitude des composantes de la géopolitique peuvent se retrouver dans beaucoup de séries. Je voulais en évoquer quelques-unes différentes, justement pour montrer tout ce panel et ce volet et ce champ géopolitique, si j'ose dire, que représentent les séries. Game of Thrones qu'on a déjà évoqué, j'aime bien l'idée enfin c'est pas que j'aime bien l'idée, mais l'analogie peut est très intéressante entre ce mur, justement, alors pour ceux qui ont vu la série, un énorme, gigantesque mur sépare les territoires concernés et un territoire du nord dans lequel vivent des créatures très menaçantes. Voilà cette idée du mur pour se séparer de l'autre et empêcher les migrations, les trafics. C'est des choses qu'on retrouve de manière très concrète dans les relations internationales. Je pense évidemment au mur entre le Mexique et les États-Unis, mais il y en a énormément d'autres, entre l'Israël et la Palestine, entre l'Inde et le Bangladesh, la frontière Lettonie et Russie, Lettonie-Russie, Estonie-Russie aussi. Enfin voilà, il y a une multitude de murs qui existent. Donc, voilà, on trouve ça très primaire, si vous voulez, dans la série Game of Thrones, et en fait, on se rend compte que c'est une grosse réalité aujourd'hui dans l'exercice des relations internationales. J'aime aussi citer la série Narcos pour la lutte contre la criminalité internationale, d'une part,
et la capacité justement de ces réseaux internationaux, donc qui ne sont pas des États, mais c'est pour ça que je parlais en introduction d'acteurs internationaux qui ne sont pas des États. Donc il y a évidemment les entreprises, il y a les organisations légales et les organisations criminelles. Donc cette série Narcos est très intéressante pour ça. C'est une multinationale, un criminel mais une multinationale, et ça présente aussi la question de la capacité de certains États à exercer des prérogatives régaliennes justement sur des territoires étrangers, en l'occurrence les États-Unis. Et se pose aussi la question de l'extradition, donc qui est évidemment une composante de la géopolitique, cette capacité justement à faire juger des ressortissants de sa propre nationalité, voire étrangers, en fonction d'une certaine législation, donc notamment avec la législation américaine en l'occurrence. Donc, voilà, ça pose toutes ces questions d'interaction entre les États avec ces accords justement interétatiques sur l'extradition ou la non-extradition, les investissements aussi qui sont faits pour la lutte contre la drogue dans ces pays. Enfin voilà, je trouve que cette série est particulièrement intéressante aussi sur ces questions-là. Et pour aller assez rapidement, pour pas que mon propos soit trop long, il y a évidemment la série The Crown, alors qui est davantage historique, mais qui est éminemment géopolitique, puisque elle balaie toute l'histoire et tout le règne de la reine Elisabeth II, et donc qui a régné sur tout le Commonwealth, et notamment ses relations avec les États du Commonwealth et la façon dont celles-ci ont évolué. Donc, c'est particulièrement intéressant. Évidemment, la géopolitique est intrinsèquement liée à l'histoire. Donc, en ça, c'est une très bonne leçon géopolitique. Et après, très brièvement, donc il y a une série actuellement, The Diplomat, qui vient de sortir. Alors, que je trouve intéressant pour voilà, comprendre un peu les jeux interétatiques de gestion de crise, de comment on peut se rendre compte qu'une crise qui a priori n'est pas territorialement comment dire, à rattacher à un État peut, par succession d'événements, justement faire en sorte que ces États sont intéressés et s'en mêlent. Euh, voilà, pour ces petits exemples, on pourra y revenir éventuellement. Et donc, voilà, juste pour conclure sur ce volet, évidemment, les séries sont un très bon outil géopolitique, mais elles restent des fictions. Donc, on pense que c'est une très bonne manière d'appréhender ce qu'est la matière géopolitique, donc pour sa globalité, enfin, la matière dans sa globalité et dans ses composantes. Et je pense qu'il est évidemment important de ne pas analyser sous le seul prisme des séries une situation géopolitique. Évidemment, là, toute la question, c'est la question de la diversité des sources, des points de vue, des biais. Peut-être qu'on y reviendra justement à cette question du biais, à cette question de l'émotion aussi. Tant la complexité de la matière fait en sorte qu'il y a une complexité de points de vue fait que ces séries à elles seules ne peuvent pas être un outil d'analyse géopolitique, mais bien un outil d'appréhension de la géopolitique et d'une situation géopolitique. Voilà, je vais m'arrêter là et Virginie, je crois que je vous passe la parole et puis on reviendra probablement sur d'autres points ensuite. Super, bah, merci beaucoup. Oui, en effet, hein, on ne peut pas tout prendre pour argent comptant, hein, comme vous venez de le dire, Antoine. Bien entendu, ce qui est important, je crois aussi, c'est la question de la représentation, en fait, de chaque État dans ce grand concert mondial. Et chacun, finalement, y va aussi de sa volonté de se représenter au mieux, ou en tout cas au moins pire, dans ce concert sériel et fictionnel. Ça, c'est extrêmement important puisqu'évidemment, on va après avoir une appréhension et une vision, une représentation de chacun des États ou des acteurs et des actrices, comme le disait Antoine tout à l'heure. Et c'est très important puisque la série participe en fait de la construction de ces représentations dominantes. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que du coup, la série elle-même finit par être un acteur, une partie prenante des relations internationales en tant que telles, en définitive, comme il pourrait y avoir évidemment une diplomatie classique, mais on a aussi, il me semble aujourd'hui, une diplomatie via la fiction, via les séries, mais aussi via les plateformes qui les proposent. Ça me paraît aussi très important. C'était d'ailleurs un peu la conclusion de mon dernier livre sur les séries, où je disais finalement que Netflix et les plateformes en général, plutôt américaines, sont quand même partie prenante de la manière dont elles veulent qu'on voit
l'Inde, la Turquie, la Jordanie, etc. Puisque ces plateformes américaines, culturellement, arrivent évidemment avec leur volonté de raconter combien, évidemment, la Turquie d'Erdogan n'est pas la plus grande et la plus belle des démocraties, comment Modi en Inde, évidemment, traite ou ne traite pas son peuple avec une dystopie comme Leila. C'est en Jordanie Jean, qui est aussi là quelque chose d'excessivement moderne. Donc, on voit bien aussi comment, à la fois, les États dominants qui fournissent et qui sont les acteurs et les créateurs de ces mastodontes que sont ces plateformes, évidemment, influent aussi sur nos représentations. Donc, moi, ça, je trouve que c'est quand même quelque chose de très important qu'il ne faut pas négliger parce que, du coup, c'est comme si on avait presque un acteur de plus dans le grand concert des relations internationales et des rapports de force et des rapports de confiance ou de force et de faiblesse dans cette grande peinture internationale et mondiale. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, puisqu'évidemment, il peut y avoir aussi ici ou là des États d'Afrique, comme le Nigeria, par exemple, qui travaillent beaucoup justement à travailler son propre soft power, sa propre représentation, mais néanmoins, ils n'ont pas les moyens que peuvent avoir Netflix, Amazon et j'en passe, bien entendu. Et puis, ce qui est intéressant, en revanche, et qui est peut-être à la limite aussi d'une énergie sérielle, comme on peut l'avoir au Nigeria, c'est que souvent, alors c'est bien, mais en même temps c'est une limite, une sorte de plafond de verre, c'est qu'ils sont très en communication sud-sud, typiquement toute l'Amérique du Sud avec l'Afrique, mais ça remonte assez peu. Vous voyez, on voit, il est très difficile. Moi, j'ai vraiment essayé beaucoup, je suis allée sur YouTube, enfin ça a été très compliqué d'accéder à ces séries made in Nigeria ou Sénégal, ce que vous voulez. C'est assez difficile d'accéder. Donc, on voit aussi que dans le grand concert mondial, évidemment, ce sont un peu toujours les mêmes qui tirent le mieux leur épingle du jeu. Et là-dedans, bien entendu, la Corée du Sud essaye de faire la part belle, enfin de faire la course avec les États-Unis, et y arrive plutôt bien, avec évidemment des standards esthétiques très occidentaux, comme vous devez le savoir aussi bien que moi. Voilà, ça c'est pour moi comment dire, la toile de fond générale qu'il ne faut pas oublier, et c'est une toile de fond à deux temps dans cette question évidemment éminemment cruciale et fondamentale du soft power de chacun, à la fois des États, mais pas toujours des États, des acteurs et des organisations qui sont partie prenante de cette histoire géopolitique et des relations internationales. Donc ça me paraît très important, la notion de soft power étant capitale à notre affaire, je crois qu'on l'avait compris. Maintenant, ce que je trouve aussi intéressant, une fois posée cette grande toile de fond, c'est aussi peut-être de voir à quel point les séries, peut-être avec le petit bémol qu'Antoine a mis tout à l'heure, sur les séries ne sont quand même que des séries, même si, bon, depuis tout à l'heure, je dis que c'est un peu plus que ça, mais voilà, on s'est compris. Elles couvrent tout de même, de manière absolument incroyable, quasiment tous les pans de la diplomatie et des relations internationales. Je trouve que c'est absolument spectaculaire, comme rien n'est oublié, rien n'est laissé au hasard. On peut parler aujourd'hui carrément de diplomatie environnementale, véritablement. On voit sur les climate fiction, là, une prolifération justement de ces climate fiction qui sont excessivement importantes. Elles permettent aussi de réaliser des choses, elles disent des choses, elles dénoncent des choses. Ça peut être une série comme L'Effondrement, très collapsologique. Ça peut être une série comme la 4e saison de Borgen, sur la question du Groenland et des ressources. Antoine a parlé d'Occupied. C'est vraiment toute cette diplomatie environnementale qui est aujourd'hui au fait de ces séries, et c'est quand même une bonne nouvelle, et en tout cas, les séries sont partie prenante de cette affaire aussi. C'est évidemment, bien sûr, c'est question aussi
Antoine en parlait un petit peu tout à l'heure, de toutes ces relations internationales au regard de l'histoire. Et ça, je trouve que c'est aussi très important. Et là, les fictions sont encore largement au rendez-vous. Il a été question de The Crown, mais on peut parler de Downton Abbey, où on voit la technologie arriver, les téléphones, les communications, et on voit ce monde s'ouvrir peu à peu, hein, donc ça c'est quand même aussi très important. Donc cette histoire qui nous raconte tout cela et qui participe et qui nous fait voir finalement ce grand concert des nations, ça je trouve que c'est aussi très important. On a ce que j'appellerais aussi une diplomatie, ou en tout cas des relations internationales ou des rapports de force internationaux économiques. Je veux parler typiquement d'une série un peu emblématique de ça, c'est Mad Men. Pourquoi Mad Men? Parce que ça nous raconte comment les États-Unis arrivent à imposer leurs critères de consommation publicitaire, d'ultra justement consommation, c'est plus que de la consommation, c'est l'époque des 30 Glorieuses, il faut absolument à la fois faire de la pub et nous faire consommer. Et on voit bien aujourd'hui les limites du style, évidemment, de cette époque-là, mais on voit aussi comment tout ça a participé du soft power américain, que évidemment, boire du coca, fumer des Lucky Strike, finir les réunions avec du whisky dans des verres en cristal. Je passe tous les clichés de Mad Men que vous connaissez certainement, mais ça, c'est encore, je trouve, quelque chose dont on ne doit pas négliger. Donc l'histoire, l'économie, l'environnement, je dirais aussi que parfois, c'est un peu une tautologie que je vais faire, mais parfois les fictions sérielles qui traitent de la diplomatie sont simplement des relations internationales au sens strict. Au sens vraiment le plus strict possible. On en a parlé tout à l'heure un peu avec Occupied, mais on pourrait dire aujourd'hui aussi, avec une série comme Cléo, par exemple, bah, c'est vraiment cette chute du mur de Berlin. Enfin, on est vraiment sur cette guerre froide qui va prendre d'autres atours, etc. Donc, on est vraiment au cœur même de la relation internationale. On pourrait là-dessus, même si c'est un peu parodique, bien entendu, parler certainement de Serviteurs du peuple, qui fait un écho absolument incroyable à Volodymyr Zelensky, aujourd'hui président de l'Ukraine, acteur comique dans cette série qui est Serviteur du peuple, qui devient dans la série le président de l'Ukraine et qui devient dans la vraie vie président de l'Ukraine et qui devient dans la vraie vie celui qui se bat contre Poutine. Imaginez à quel point là, il n'y a quasiment plus aucune différence entre la fiction et la réalité. Donc ça aussi, c'est très violent et réel. Et puis, toutes ces dystopies aussi, qui je trouve font partie de cette grande fresque géopolitique, parce que ces dystopies permettent de dire des choses. Elles permettent de dire des choses sur la question sociale, c'est 3%. Elles permettent de dire des choses sur la question, évidemment, des surveillances et de la démocratie qui faillit, avec des Black Mirror et autres. Elle permet aussi, cette dystopie, de dire les effondrements peut-être à venir au niveau du climat et aussi de la surveillance panoptique, transhumaniste, technologique, hein, on voit aussi arriver tout cela, et ces quasi-dystopies aussi qui peuvent interroger la question démocratique, on le voit avec des séries comme Years and Years, et donc ça aussi c'est très important. Je suis désolée, chaque fois que je dis le mot série, Siri le prend pour lui. Donc voilà, je trouve que Years and Years aussi est vraiment très important. Donc ces dystopies posent aussi toutes ces questions, encore une fois géopolitiques, pour les années à venir ou pour des années plutôt proches, hein, quasi-dystopie ou dystopie complètement. Mais en tout cas, elles servent aussi, ces fictions, en épisodes de Jiminy Cricket, d'une certaine manière, de nous alerter ici ou là sur ce qui pourrait advenir dans ce monde hyper connecté, interconnecté, et dans ce grand concert des nations, mot que j'ai employé à plusieurs reprises, mais on en est bien là, puisque se pose aussi, bien entendu, la question des nationalismes et autres. Là-dedans, sur peut-être les séries de type vraiment très relations internationales, au sens peut-être un peu plus strict, je voulais en parler tout à l'heure, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, on pourrait aussi citer la série Parlement, qui est sur l'Union européenne. Je la trouve évidemment excessivement puissante.
Donc voilà, c'est un petit peu le tour que je voulais faire en rappelant combien parfois entre la fiction et la réalité, et je crois que Serviteur du peuple est vraiment un idéal type de cette affaire, on ne sait plus exactement où donner de la tête et j'ai l'impression que les 2 s'influencent mutuellement. Comme je le disais un peu en introduction, je pense que, l'univers des séries aujourd'hui est plus que de la fiction, est beaucoup plus puissant que l'univers du film. Parce qu'aussi il y a, une familiarité, il y a aussi, un petit peu un côté doudou de la série qui fait que quelque part, ça rentre certainement plus dans nos esprits et puis on s'acclimate, on accompagne Carrie dans Homeland au fur et à mesure, de ses histoires géopolitiques, ce qui n'est pas le cas évidemment sur un film, un one shot comme ça, qui va durer 1 heure et demie, ou 2 heures, ou qui va peut-être même se décliner en une saison, enfin, une série 1, 2, 3, un film 1, 2, 3, très bien, c'est comme les James Bond, c'est de la géopolitique. Bon, il y en a plusieurs, certainement, bien sûr, il y a la guerre froide dedans, bien entendu, mais en même temps, ça ne vient pas distiller petit à petit comme cela des représentations à la fois excessivement politiques et tout à fait intimes et tout ça se mélange et je pense qu'il y a une puissance particulière de l'univers des séries et sur la géopolitique. Donc moi, c'est mon manuscrit que je suis en train de finir là pour le coup sur la géopolitique des séries et justement, je trouve que c'est d'une richesse absolue et que ça participe évidemment de ce fameux soft power dont Joseph Nye a, battu et rebattu, smart, soft, hard, hein, allons-y sur toutes les déclinaisons, mais en tout cas sur le soft power classiquement, bien sûr que cet univers en série est excessivement, puissant selon moi. Merci beaucoup, Virginie Martin. Merci, Antoine Yac. On va prolonger la conférence maintenant en entendant les questions de Fanny Mayoriel et de Franciane Allaire. Je vous rappelle, ces questions, elles sont articulées aux grandes thématiques du programme de la GGSP. Première, Fanny, Franciane. Oui, alors moi je vais commencer par, donc on a un gros thème qui plaît beaucoup aux élèves d'ailleurs, qui est la notion de puissance dans le programme de première. Et pour continuer sur votre propos, les séries sont de la fiction. Quels sont les principaux stéréotypes qu'on retrouve qui sont véhiculés sur la puissance dans les séries géopolitiques? Alors Antoine ou Virginie, peut-être Antoine? Ouais, je commence peut-être. Oui. Alors, je pense que le tout premier, alors stéréotype, en tout cas, c'est la puissance militaire, hein, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr. Dans les séries qu'on a évoquées, hein, Game of Thrones, pour ceux qui l'ont vu, c'est énormément de puissance, enfin de puissance militaire, de monter des armées pour voilà, pour vaincre un ennemi. Et c'est pas la seule évidemment. Hein, si on prend d'autres séries, j'évoquais aussi le Bureau des légendes, mais c'est aussi la question. Alors, elle est plus sous-jacente, cette question militaire, mais cette question de puissance de projection à l'étranger, la puissance technologique. J'associe évidemment la puissance militaire à la puissance économique, qui sont un peu liées et en même temps à décorréler l'une de l'autre. Virginie évoquait Mad Men sur la puissance économique et la puissance d'un modèle économique, en tout cas, qui est bien évidemment critiquable, mais en tout cas, c'est une façon de projeter la puissance économique. Et je crois qu'il y a un point aussi très intéressant, c'est la puissance historique de certaines séries. On évoquait The Crown pour la série britannique. Donc, puis on peut faire aussi, ça fait un peu écho à ce qui s'est passé très récemment avec le sacre de Charles III aussi, hein, justement, où il y a tout cet écho historique à travers ce nouveau roi, toute la puissance du Royaume-Uni, alors qui évidemment a évolué, qui évolue, qui ne correspond plus à celle qu'a connue la reine Elisabeth II, mais il y a vraiment cette puissance historique. Et il y a un point aussi intéressant, c'est les séries chinoises beaucoup de séries chinoises insistent énormément sur la puissance historique de la Chine, hein, qui aujourd'hui, en tout cas, est
alors pas en Chine, mais dans beaucoup de pays occidentaux et telle qu'elle peut être étudiée, on parle de l'émergence de la Chine, on parle de la puissance, l'émergence de la puissance chinoise, pardon. En réalité, les Chinois appuient beaucoup sur leur discours en disant que c'est une réémergence et que c'était évidemment une très grande puissance historique, économique, militaire par le passé, qu'elle est en train de redevenir et de retrouver en fait son positionnement dans le monde tel qu'elle l'avait il y a plusieurs milliers d'années. Donc, sur cette question-là, c'est très intéressant aussi et ça rejoint un peu la question de Virginie aussi sur le récit et sur la façon dont les séries véhiculent aussi un message. On voit un peu le biais de certains États justement sur ces questions de puissance qui sont mises en avant. Oui, parce que pour prolonger, Antoine, c'est vrai que si on considère que la puissance désigne vraiment la capacité d'un acteur à imposer ses choix aux autres acteurs, hein, si c'est vraiment ça la puissance, et il me semble que c'est quand même un peu ça, eh bien, j'ai envie de retourner un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tant que ces plateformes seront le fait dominant des États-Unis au sens le plus strict, je crois que de toute façon, la puissance, et donc la puissance et le grand récit des représentations, sera de toute façon tenu par cet acteur états-unien. Ça, c'est extrêmement important. On voit aujourd'hui, par exemple, que la Russie, justement, ne veut pas participer à Netflix en disant c'est américain, je ne veux pas jouer avec ces gens-là, ils ont leurs règles, ce ne sont pas les miennes et je ne veux pas faire mes muses avec les États-Unis là-dessus. Donc c'est quand même très important de comprendre ça. Aujourd'hui, évidemment, il y a très peu d'acteurs dans le monde qui refusent, hein, bien entendu, puisque si vous êtes pas aujourd'hui sur Netflix, Amazon, etc., les grandes plateformes, quelque part, vous disparaissez un peu, donc c'est très problématique, mais on voit tout de même que on ne peut pas dissocier la puissance dont parlait Antoine, économique, militaire, etc., de qui produit ces séries. Et pour moi, le point d'accroche, il est vraiment là. Et donc, il y a une domination possible des représentations, parce que même quand, par exemple, Netflix diffuse 10 Barkadir en Turquie, eh bien, c'est un point de vue très, évidemment, laïque. Bon, ce n'est pas la grande Turquie dont rêve Erdogan, hein, ce n'est pas exactement la même. Donc, voilà, je pense qu'on ne peut pas dissocier, on ne peut pas accrocher, à mon avis, cette notion de puissance à la notion des États, mais plutôt à la notion des plateformes et donc des États qui sont derrière et donc des plateformes qui produisent. Ça me paraît être véritablement très, très enchevêtré. Vous voyez, ce n'est pas comme s'il y avait un gros groupe asiatique qui fournirait, bien sûr, il y a des télés, il y a ici ou là, il y a des choses, mais elles sont assez faibles pour l'instant. Et en plus, il y a beaucoup de choses que, pour le coup, les Occidentaux, les Sud-Américains, les Africains ne voient pas, des choses qui arrivent typiquement de Russie ou qui arrivent de Chine. C'est très compliqué d'aller regarder l'offre fictionnelle de ces pays-là aujourd'hui. Oui, alors du coup, ça ramène à la question suivante. Comment les États peuvent-ils, mais directement, influencer justement le discours que tiennent ces plateformes? Bah, par exemple, la Corée du Sud s'en sort peut-être pas si mal. Si on prend cet exemple, hein, je ne dis pas que c'est absolument parfait, c'est peut-être une piste, hein, voilà. Par exemple, alors sur la Corée du Sud, ce qui est intéressant, je pense qu'ils s'y prennent pas trop mal, même si évidemment ils sont un peu obligés d'adopter les codes occidentaux. Mais enfin bon, depuis les années 50, c'est quand même plutôt ce qu'ils font globalement, hein. Ils n'ont pas attendu les séries pour le faire. Mais les grandes entreprises coréennes sont vraiment obligées, hein, de participer financièrement à la création des séries. Il y a beaucoup d'argent qui est mis, hein, pour ne pas citer Samsung l'Éternel. Et typiquement, le Japon faisait ça aussi, mais le Japon commence maintenant à reculer véritablement en disant tout ça finalement, c'est peut-être pas si important pour nous, est-ce qu'on ne devrait pas retourner à du hard power classique, etc. Donc ils sont en train de perdre un peu cette bataille. Ils sont en train aussi de perdre la bataille des animés, parce que les Sud-Coréens sont en train de faire des animés plus flexibles, plus marrants, plus courts, etc. Ils sont aussi en train donc de damer le pion aux Japonais là-dessus. Donc ça aussi, les Coréens, les Sud-Coréens sont assez malins là-dessus. Et donc, ce sont peut-être des premières pistes que l'on peut voir où là, tout d'un coup, la Corée du Sud
reprend finalement son histoire en main avec ses possibilités économiques et en mettant le paquet et en voyant à quel point c'est intéressant d'aller raconter une Corée comme Penthouse par exemple, les romances évidemment, et puis Squid Game aussi, hein, il peut y avoir des choses bien différentes dans tout ça, mais Penthouse, c'est aussi beaucoup d'argent, c'est la mode, c'est le design, c'est le soft power à la sud-coréenne absolument. Squid Game, évidemment, pose plus de questions démocratiques et politiques violentes pour le coup. Et voilà, donc je trouve que la Corée du Sud et peut-être le Nigeria dont je parlais tout à l'heure, peut-être on commence vraiment, ou en tout cas on compris certaines voies, mais après il faut beaucoup d'argent. Donc pour la Corée du Sud, c'est plus facile évidemment. Anciane, je te laisse la parole pour le thème 3. Oui, donc le thème 3 du programme de première, très intéressant aussi, consacré aux frontières. On évoquait le fait que le cinéma était puissant, et en effet, le cinéma a souvent eu un discours très engagé sur les frontières. On peut penser au film Welcome en 2009, ou je pense aussi au film La Pirogue, qui a été très récompensé dans plusieurs festivals en 2012. Est-ce que les séries, elles aussi, comme au cinéma, ont pu avoir un discours engagé sur les frontières, donc soit avoir tendance à les remettre en cause, ou au contraire à promouvoir leur renforcement et peut-être même leur matérialisation? Je pense que Virginie est plus à même de répondre, mais je vais commencer sur. Je ne sais pas si des séries à proprement parler remettent en cause des frontières ou renforcent une frontière. En revanche, je pense que ce qui est à peu près sûr, c'est que le biais qui est pris par les séries, ce dont parlait Virginie, et justement, il y a aussi à travers la question de savoir comment les États influencent aussi les séries, il y a toute une question de récit, hein, qui n'est pas directement liée à la série et à la production de la série géopolitique, mais il y a bien un récit souvent national, que ce soit sur l'histoire, sur l'économie, sur la façon de se projeter. Donc ça qui influence en tout cas les personnes qui réalisent, enfin en tout cas si elles sont de la même nationalité, qui réalisent ces séries. Et donc de toute façon, il y a une espèce de biais qui n'est pas forcément de mauvaise foi, hein, bien sûr, mais il y a un biais qui est pris automatiquement. Et sur les questions des frontières, là, comme ça, je ne vois pas de série qui, à proprement parler, s'attaque à ce problème et remet en cause cela. Mais en fait, si on reprend de nombreuses séries dont on a pu parler, la question de la frontière est posée, que ce soit dans Occupied avec la série qui envahit la Norvège. Et donc, in fine, le raisonnement derrière, c'est de dire qu'il y a une intégrité des frontières qui est à respecter, puisque c'est pas admissible à proprement parler en droit international qu'un pays puisse envahir un autre et s'ingérer comme ça et violer la souveraineté d'un État. Il y a cette question-là, évidemment, quand vous reprenez la série Le Bureau des légendes sur l'action extérieure de l'État, toute cette action est illégale, en tout cas, parce qu'elle n'est pas autorisée par un État étranger, donc c'est de l'intervention extérieure. Donc ça remet au centre, si vous voulez, la question de la frontière, puisque à partir du moment où on met un pied dans un pays étranger, soit on est en légalité si ce pays nous accepte et autorise notre intervention, soit on est dans l'illégalité. Donc ce qui veut dire qu'on est quand même dans une base de frontières et du respect des frontières. Et en fonction de ces frontières, en tout cas en droit international et en relations internationales, c'est ce qui va régir le fait d'être dans la légalité ou l'illégalité. Donc je pense qu'à travers, pour boucler un peu le raisonnement, je pense qu'à travers ces séries, ils ne s'attaquent pas forcément directement à la question de la frontière ou à sa remise en cause ou à sa consolidation, mais qui en tout cas vont dans le sens du respect de l'intégrité des frontières et de la question de la frontière comme base de l'ordre international et des relations internationales. Oui, sur la question de la frontière, peut-être que j'irai un petit peu plus loin, parce que je trouve qu'elle est assez récurrente, en fait, évidemment, dans toutes les séries dont on a parlé. Tout à l'heure, on parlait de Downton Abbey, c'est aussi la question de la colonisation, de la décolonisation, c'est The Crown aussi, véritablement. Ça, c'est vraiment quand même très important, la question du Commonwealth et tout ça. Donc, les frontières sont souvent au cœur de ces affaires.
Je trouve aussi que dans Borgen, se pose la question quand même, Groenland, pas Groenland, on voit bien où est la frontière, hein, et le Groenland, finalement, il appartient à qui, hein, dans cette affaire. Certes, un peu à la Norvège, mais pas que, d'une certaine manière, en termes diplomatiques et économiques. Donc ça aussi, je trouve que c'est important. Les frontières sont souvent interrogées de manière différente, parfois climatiques, parfois vraiment au niveau géopolitique au sens strict, comme dans Cléo, où il y a la chute du mur de Berlin au début. Il peut y avoir aussi la frontière qui est interrogée par rapport aux flux migratoires. On le voit dans Years and Years, où on commence à avoir les nationalismes poindre de manière de plus en plus violente, évidemment, et tout d'un coup, on ne peut plus rentrer chez soi. Donc la frontière est véritablement là interrogée. Donc je trouve qu'il y a plusieurs natures d'interrogation de la frontière. Et ça, c'est très important, mais je trouve qu'elle est vraiment tout le temps présente. On parlait tout à l'heure de la Corée du Sud. Je trouve aussi que là, c'est intéressant. On voit bien souvent, parfois, il y a une ou deux personnes de la Corée du Nord qui atterrissent en Corée du Sud et on voit bien tous les problèmes et les enjeux que ça soulève. Donc, je trouve que cette histoire de frontières, elle est extrêmement riche, hyper puissante, et elle est montrée divinement bien, je trouve, dans les séries, ici ou là. C'est aussi des frontières, j'allais dire, peut-être un peu moins tangibles, qui sont typiquement les États-Unis. On a parlé de Narcos, qui sont par exemple les États-Unis qui ne veulent pas lâcher évidemment l'Amérique du Sud, et c'est hors de question que tout ça lâche. Donc, certes, il y a une frontière, mais on veut de toute façon dépasser la frontière et aller travailler par-delà les frontières. Donc, je trouve qu'elles sont souvent interrogées de manière différente, extrêmement passionnante. Je trouve que ça mériterait quasiment un livre entier, hein, sur la frontière. C'est la frontière aussi, excusez-moi, symbolique entre l'humanisme et le transhumanisme. Voilà, enfin, je trouve que c'est aussi les frontières entre, vous avez vu la série Animals, entre l'humain et l'animal. Enfin, je trouve que la frontière est un thème fantastiquement heuristique, véritablement. Et justement, cette idée de la frontière que l'on interroge, en 2019, les studios DreamWorks avaient sorti un long métrage d'animation, Abominable, dans lequel on voit une très courte scène où la ligne des 9 traits est tracée. Et la sortie de ce film d'animation a suscité une vive polémique en Asie du Sud-Est. Il a même été retiré des cinémas au Vietnam. Parce que voilà, on connaît cette histoire de la ligne des 9 traits revendiquée par la Chine et au contraire contestée par ses voisins, notamment les Philippines, le Vietnam ou encore Taïwan. Est-ce que l'on a des séries qui ont pu véhiculer une image de la frontière et ainsi créer une polémique dans un autre pays de diffusion de la série en question? Je cherche, Antoine. Que ce soit une frontière terrestre ou maritime, d'ailleurs. Oui, certainement. J'ai pas d'exemple véritablement en tête. Enfin, on a beaucoup parlé d'Occupy, de Borgen, je sais pas, Antoine, si vous avez Non, je cherche aussi. un exemple précis, parce que c'est ça, hein, la question que vous posez, hein, Franciane, c'est avoir un peu un exemple précis, si ça a vraiment fait des remous. Par exemple, le mur de Trump, peut-être y a-t-il eu des échos dans les séries récentes? Non, moi, ça me pose un peu une colle, certainement, hein, certainement. J'en suis à peu près certaine, mais que dire là-dessus, je ne sais pas exactement. Après, peut-être aussi, je ne sais pas si c'est la même chose, mais je trouve que Parlement, est-ce que c'est une série qui a fait du bien ou pas du bien à la question de l'Union européenne, vous voyez, de ses représentations? Je sais que c'est une série et les acteurs de cette série, enfin pas les acteurs, pardon, les producteurs, enfin les réalisateurs de cette série ont adoré, sont plutôt pro-européens et n'arrêtent pas de le dire, hein. Mais en même temps, cette série nous fait voir quoi?
l'horreur de toute l'Europe, je trouve. La technocratie, la bureaucratie, l'incompétence des députés. Il n'y a quand même pas beaucoup de choses à sauver. Est-ce que cette série, elle n'a pas fait un bruit énorme parce qu'elle est peut-être un peu élitiste, on va dire ça comme ça, pour le dire très vite, mais peut-être un peu confidentielle et encore, mais peut-être que cette série n'a pas tellement elle n'est pas très positive finalement pour la question européenne. Je ne suis pas sûre qu'elle ait fait, voilà, qu'elle fasse une révolution, mais néanmoins, je pense qu'elle peut interroger la question du souverainisme, de la souveraineté. Je pense que quelqu'un qui regarde ça peut se dire… Et puis, on voit aussi dans cette série, juste je fais aussi une autre parenthèse, désolé, mais on voit aussi dans cette série que il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas d'Union européenne. Et ça, je trouve qu'il y a une Union européenne technocratique, législative, mais il n'y a pas d'Europe. Au sens où finalement, chacun, la langue commune, c'est quand même l'anglais, alors qu'on est déjà dans le Brexit. Imaginons la folie d'histoire. Donc, imaginons la folie d'histoire alors que on est déjà en plein Brexit. Sinon, donc, ils parlent anglais quand ils parlent et qu'ils veulent communiquer entre eux. Sinon, quand ils veulent faire des coups bas, ils parlent dans leur propre langue, qui allemand, qui espagnol, qui français, etc. Et on voit bien finalement que dans cette Union européenne, il n'y a que des différences. Quand il y a union, elle se fait en anglais, en plein Brexit. Et finalement, quelles sont les visées communes quand on voit aussi l'absurdité des débats, typiquement sur cette histoire d'aileron de requin, etc., etc. Donc, on voit quand même, enfin, moi je pense que je ne vois pas vraiment de cas qui aurait fait un incident diplomatique, c'est un peu ça que vous cherchiez. Je ne le vois pas vraiment. Je sais qu'à un moment donné, il y a eu un rapprochement entre le Japon et la Corée du Sud, notamment sur des séries plus anciennes, mais ils se sont rapprochés au niveau diplomatique grâce à Winter Sonata et ce genre de séries. Et ça, c'était vraiment très important parce que les ministres se sont parlé. Donc ça, c'est quand même pas rien. Après la série Parlement, je ne suis pas sûre qu'elle ait fait un tsunami diplomatique, mais n'empêche qu'elle n'est pas anodine, je trouve, du point de vue de ce qu'on peut considérer comme être une Union européenne qui fait rêver ou pas, et un souverainisme actif ou moins actif. Très bien. Alors, mes questions étaient peut-être un peu pessimistes sur le discours sur la frontière, donc essayons de voir les choses un peu autrement. Est-ce que la production de séries pourrait devenir, ou elle l'est peut-être déjà, la production de séries peut-elle être un facteur de rapprochement et conduire peut-être même à des séries transfrontalières? Est-ce que ça existe déjà ou est-ce que c'est amené à exister un jour ou l'autre? Virginie, je pense que vous êtes plus à l'aise que moi sur cette… Oui, j'attendais peut-être Antoine. Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les séries, il y a des séries qui ont pu vraiment rapprocher le Japon et la Corée du Sud, c'est ce que j'étais en train de dire. Il peut y avoir aussi des choses qui vont se passer justement, qui vont interpeller plusieurs pays en même temps. Je parlais de Years and Years tout à l'heure et je trouve que c'est une série excessivement importante de ce point de vue-là. Maintenant, il y a des séries aussi en Afrique qui travaillent beaucoup finalement à l'essor de l'Afrique en général, même si elles sont au départ sénégalaises ou nigériennes, comme on en a parlé. Mais par exemple, les séries sud-africaines, elles sont très états-uniennes en fait. Alors elles ne travaillent pas finalement à l'essor du continent africain. Elles travaillent plutôt à essayer justement de tirer l'épingle du jeu pour l'Afrique du Sud. Ça, c'est un petit peu différent. Voilà ce qu'on peut peut-être dire. Le Canada aussi, dans les pays qui essayent de tirer un peu leur épingle du jeu, il peut y avoir aussi évidemment le Canada. On peut penser à VIP et à ce genre de choses qui racontent quand même des histoires assez fortes.
Voilà, mais je trouve, par exemple, que Serviteur du peuple aurait dû faire un tsunami diplomatique. Quand Volodymyr Zelensky, avant le conflit évidemment, a été donc élu président de l'Ukraine, et je trouve que c'est passé un peu en dessous des radars, alors que c'était absolument remarquable. Tout ça est financé au départ par un oligarque qui tient la télévision, qui produit cette série. Puis la fiction et l'histoire de la série devient réalité, et ça n'a pas fait tellement de bruit, alors je parle avant le conflit, on est bien d'accord, hein, mais peut-être que si ça avait fait plus de bruit, on aurait peut-être aujourd'hui une image de Volodymyr Zelensky un tout petit peu différente. Et ça aurait été peut-être plus difficile pour lui de faire son storytelling comme il le fait aujourd'hui de manière excessivement efficace. Alors que si tout le monde avait eu cette image-là dans la tête, je pense que ça aurait changé certainement un petit bout de l'histoire des relations internationales. Et ça me paraît intéressant de le noter, mais en tout cas, ça n'a pas eu lieu parce que la série était un peu confidentielle. Je crois qu'elle passait sur Arte, voilà. Et puis, les journalistes, après, moi je le voyais puisque je ne faisais qu'en parler, mais ont eu du mal à faire le lien. Vous voyez ce que je veux dire? Rapidement, il y a eu business as usual, la guerre qui s'est mise en route, il fallait comprendre qui était Zelensky, tout ça s'est fait très vite, voilà, c'était le gentil, Poutine était le méchant, et puis bon, voilà, et puis l'histoire a avancé comme ça. Et puis de temps en temps, il y a eu, oh là, mais attention, il y avait cette série Serviteur du peuple qui raconte beaucoup de choses. C'est comme Maudit, hein, d'ailleurs, la série Leïla, elle aurait dû faire un mal fou à l'Inde, parce que c'est une série d'une violence inouïe, hein. Pour vous la situer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comparable à La Servante écarlate, mais version indienne. Enfin, c'est une violence inouïe avec la hiérarchie des religions, les musulmans qui sont évidemment quasi exterminés. Enfin, c'est d'une violence incroyable. Tout est fait en plus pour qu'on comprenne bien que l'allégorie se fait autour de maudits. Enfin, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais bon, ben voilà. Alors, c'est certain que quand des séries sont un peu plus complexes peut-être, ou peut-être un peu plus intimes, ou qu'elles passent sur des canaux un peu moins grand public, à la Arte, c'est un peu comme en thérapie, hein, la version en tout cas française de l'affaire. C'est vrai que ça fait toujours, et là aussi la question des frontières est sacrément posée, puisque là, voilà, ce sont des acteurs, comme disait Antoine, et plus des États quand on parle de Daesh ou que sais-je. Mais voilà, alors après, il paraît aussi que certains épisodes d'Homeland ont fait très très mal, ici ou là, parce que d'abord il y avait des faussetés, et ce genre de choses, comme Narcos d'ailleurs, avec des villes situées n'importe où, parce que c'est le point de vue américain qui regarde, et finalement il y a des erreurs aussi. Donc ça, c'est aussi, c'est pas négligeable, hein, quand on a un point de vue un peu occidental, on se dit que c'est pas grave, mais de l'autre côté, c'est peut-être beaucoup plus grave. Moi, je voudrais rebondir sur cette question de l'influence des séries. Est-ce que vous avez des exemples de séries qui ont pu influencer des électeurs? Est-ce qu'une série peut influencer des électeurs? Ah, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la question du souverainisme avec typiquement l'Europe, quoi. Est-ce que si le Parlement avait demain beaucoup de succès, est-ce que ça ferait pas du mal au non-souverainisme et peut-être du mal et peut-être beaucoup de bien au souverainisme? Après, il me semble aussi que comme ça façonne les représentations dominantes, il me semble que toutes les séries qui s'occupent de questions écologiques, qu'elles soient collapsologiques, plus ou moins, sont très importantes. C'est Snowpiercer aussi, ce genre de choses. On a parlé d'Effondrement, de Borgen, etc. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est le Dôme, enfin, c'est plein de séries sur la question du climat et des ressources qui se tarissent. Je pense que ça n'est pas négligeable sur un électorat sensibilisé à la question environnementale. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous se ruer
pour voter comme un seul homme et une seule femme pour Europe Écologie Les Verts et pour Marine Tondelier. C'est beaucoup plus complexe que ça, un vote, mais n'empêche que ça fait émerger des enjeux, comme on le dit en sciences politiques, des enjeux qui façonnent peu à peu le vote. Ça, c'est important. Deuxièmement, tout à l'heure, je parlais de la question de Years and Years sur la question de la frontière, mais donc se pose la question des immigrations et des flux migratoires. Certains diraient pour le meilleur et pour le pire, hein, voilà. Et on voit ces flux migratoires véritablement dans beaucoup de séries dystopiques, où tout d'un coup, il faut souvent aussi aller se protéger aussi des questions climatiques, mais qui deviennent des questions de migration, évidemment. Donc là, on peut penser que ces séries peuvent aussi parfois être positives ou négatives sur des questions d'enjeux d'ouverture des frontières ou plutôt de fermeture. Suivez mon regard sur ce que ça veut dire en termes de vote éventuel, évidemment, ça va sans dire. Ça me paraît important. Ce qui me paraît important aussi, c'est peut-être, il y a deux choses. C'est aussi, alors, il y a deux choses. Il y a la question du wokisme dont je veux absolument parler, même si ce mot m'insupporte, mais je veux absolument en parler. Mais je veux parler d'abord d'une première chose, c'est les séries qui sont plus directement politiques. Et ça, c'est ce que je disais dans mon précédent livre. Je trouve que les questions plus précisément politiques, comme Scandale, Bord en Noir, pour ne parler que d'elle, ou The Good Fight, etc., ou The Good Wife, je les trouve souvent délétères sur la question politique. Je les trouve souvent très cruelles sur la question du politique. Il n'y a jamais de bons militants, il n'y a jamais de gens convaincus, c'est toujours de la corruption. Alors évidemment, ça fait des meilleures séries, mais ça commence dans Baron Noir, vous vous rendez compte, par une espèce d'affaires financiaro-syndicales, suicide à la clé, et ça finit toujours aussi mal d'une certaine manière. On truque les élections, on truque les votes dans The Good Fight, etc. Je trouve que la question du politique n'est vraiment, elle est posée, elle est en pleine crise du politique, elle reflète que ça, si je puis dire. Et peut-être que c'est un peu dommage, je trouve que la politique ne sait pas faire son soft power, vous voyez. Alors, peut-être que, j'en suis pas sûre, hein, peut-être que, enfin, je pense que l'émetteur est déjà un peu tronqué, mais peut-être que la série de Gilles Boyer et Édouard Philippe va réhabiliter le politique, que sais-je. Mais voilà, en tout cas, je trouve que la politique, c'est mal. Alors, on voit les sondages, on voit dans Scandale comment on fait des relations publiques, on voit dans Baron Noir comment on fait des études qualitatives, tout ça est fabuleux, mais je trouve que la politique en sort toujours perdante. Ça, c'est la première chose. Donc, ça irait plutôt vers l'abstentionnisme, selon moi, ou le vote blanc ou le vote nul, ou le vote radical de colère, hein, et de protestation, c'est la première chose. Et puis, peut-être aussi, je dirais, donc sur la question du wokisme. Moi, j'ai beaucoup écrit, avant d'écrire des vrais ouvrages sur les séries, j'avais beaucoup écrit des papiers sur Netflix est plus du côté d'Obama que du côté de Trump. Ah, vous me voyez arriver. Et je parlais beaucoup de la question de l'intersectionnalité, de la question, voilà, quand même de la théorie de l'agence, de l'empowerment, de toutes les minorités qui s'emparent d'elles-mêmes et qui disent qu'elles sont fières et qu'elles veulent y aller, etc., que ce soit les LGBTQ, etc., que ce soit la question du racisme, que ce soit la question du sexisme, du validisme aussi, hein, il y a beaucoup de représentation des personnes handicapées dans les séries, mine de rien, beaucoup plus que dans la vraie vie, quasiment. Et donc, je trouvais que c'était très intéressant. Mais vous voyez qu'on assiste aujourd'hui à ce qu'on appelle un petit backlash, hein, et qu'on connaît bien dans les questions féministes, avec le fameux bouquin de Suzanne Faludi qui s'appelait déjà Backlash, on était dans les années 90, et qui disait attention, on a avancé certes, mais attention au retour en arrière, attention. Et aujourd'hui, vous avez deux discours là-dessus, qui sont justement, alors, justement, qui prennent ce mot wokisme et qui le tournent dans tous les sens, n'en parlons plus. Mais il y a deux choses. Je discutais avec quelqu'un dont on ne peut pas dire qu'il est proche de quelqu'un comme Éric Zemmour, loin de là. Mais néanmoins, il me disait, maintenant, aujourd'hui, dans les séries, ce qui est insupportable, c'est un tableur Excel
le noir, l'arabe, l'homo, la nana, la grosse, la vieille, la scie, le vieux, patati patata, le handicapé, et on fait des tableurs Excel et c'est insupportable. Et on casse l'universalisme. Donc là, premier discours d'une espèce de gauche universaliste, on va dire, voilà, qui n'aime pas cette chose-là. Et là, premier micro-backlash peut-être, en tout cas premier bémol, première critique. Deuxième critique beaucoup, beaucoup plus violente, c'est vraiment la question, le wokisme est une dictature comme les autres. Hein. Aujourd'hui, on l'entend de manière très forte, notamment en employant ce mot wokiste. Et j'ai eu ici ou là des réactions, c'est vrai, ça devient ridicule, on ne sert plus la série, on ne sert plus que les minorités, et c'est la dictature des minorités, visibles, invisibles, et maintenant on les rend visibles, etc. Donc on voit bien qu'on est au cœur même d'une bataille politique excessivement importante, et là, les votes sont ouverts, si je puis dire, parce que ça reprend exactement les différents partis politiques et les différentes offres politiques de l'éventail, de l'échiquier politique français. Donc, à la fois, parfois pour des choses très ouvertes et parfois pour des choses qui se referment, parce que justement, ça s'ouvrirait plus. Et aujourd'hui, l'image de Netflix, qui joue beaucoup là-dessus, pâtit aussi de cela. Et certains se réfugient sur Amazon en disant « Ouh là, c'est beaucoup plus tranquille ». Et on arrête avec ce wokisme, où je mets 3000 guillemets, vous m'avez comprise. Gaëlle, je te rends la parole. On va peut-être prendre des questions. Merci Fanny. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, effectivement, il nous reste une trentaine de minutes à passer ensemble. Donc, on va commencer à prendre des questions. Alors, certaines questions ont déjà été posées dans le fil du chat pendant les différentes prises de parole. Alors, la première concerne la série comme espace de liberté, qui donnerait à voir les fragilités des puissances. Est-ce que l'un d'entre vous aurait… J'ai un exemple effectivement. Alors c'est la série House of Cards notamment, donc sur la façon dont se déroulerait le pouvoir aux États-Unis avec un président des États-Unis qui use évidemment d'énormément de stratagèmes plus ou moins moraux, on va dire, pour arriver à gouverner. Et c'est Dominique Moisy qui disait ça. Que justement cette série, alors ça reste une fiction évidemment, mais ça reste quand même très critique. Enfin, il y a plusieurs biais qu'on peut voir à cette série, mais il y a une partie de cette série qui peut être analysée comme une critique du pouvoir démocratique aux États-Unis, qui se veut être le chantre de la démocratie et moralisateur, ou en tout cas, comment dire, un évangéliste de la démocratie à travers le monde. Et j'en reviens à Dominique Moisy, c'est qu'il disait que en s'étant rendu en Chine, ses interlocuteurs chinois lui avaient dit qu'en fait, cette série House of Cards s'était montré être un très bon exemple de ce que ne devrait pas être la démocratie, et donc en fait qui desservirait in fine les États-Unis dans leur capacité à critiquer justement les États non démocratiques, en renvoyant un peu, si vous voulez, cette série à la réalité, en disant vous nous faites des leçons sur la démocratie, mais visiblement chez vous ça ne se passe pas forcément bien mieux que vous ne le pensez ou vous ne le dites. Donc voilà, en ça c'est assez intéressant de voir cet usage en tout cas et cette tournure que peuvent prendre les séries dans l'analyse géopolitique. Merci Antoine. Alors, une question a été posée sur le Brexit, comment les séries se sont emparées de cet événement. Virginie, vous avez peut-être commencé à y répondre en évoquant la série Parlement, où le Brexit est incarné. Votre micro a… Merci. Il est incarné de manière vraiment tragicomique, si je puis dire, hein, véritablement, puisqu'effectivement… voilà, et puis on voit les députés anglais commencer à partir, ils sont encore là, plus là, il y a encore les drapeaux, mais ils vont plus y être. Enfin, c'est vraiment à la fois tragique et comique, et en même temps, comme je disais, il laisse
la langue anglaise comme langue dominante à l'Union européenne, ce qui est le gag suprême. Après, la question, je trouve que sur la question du Brexit, il y a aussi quelque chose à aller voir du côté, je suis désolée, j'avais plusieurs fois que je me sers de cette série, je la trouve absolument fantastique, qui est Years and Years quand même. Hein. On voit dans la figure d'Emma Thompson, qui est donc la première ministre anglaise de Years and Years, et qui est une hybridation entre Trump, Marine Le Pen et Boris Johnson, hein, d'une certaine manière. Et avec un blond comme ça, très oxygéné, je ne sais pas comment on appelle ça, peroxydé, et vraiment qui est complètement, qui est une dirigeante complètement folle et incompétente. C'est ça le fabuleux de l'histoire. C'est-à-dire que cette espèce de personnage à trois têtes, s'amuse avec les fake news, s'amuse à raconter tout et n'importe quoi, mais finit par finalement prouver à son peuple que la mauvaise décision serait la bonne, parce que de toute façon, c'est pas grave, on fait à peu près tout et n'importe quoi. Donc, sur la question du Brexit, c'est peut-être ces deux séries qui sont les plus fortes. J'ai l'impression que de manière très récente, là, de 2022-2023, donc avec un Brexit un peu plus digéré, si je puis dire, j'ai pas l'impression qu'il y en ait encore vraiment, en tout cas pas à ma connaissance, même dans, tout à l'heure on parlait de The Diplomat, tu vois, les séries vraiment actuelles, j'ai pas l'impression, ou en tout cas peut-être que c'est moi qui n'ai pas vu ou repéré, ou qui n'ai pas vu passer, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose avec un Brexit un peu mieux digéré que ce que je suis en train de dire. Merci. Question suivante. Alors, une question intitulée prospective. Est-ce que l'extrême concurrence du marché des séries ne va pas créer une sorte de formatage? Alors, l'exemple qui nous est donné, c'est celui de la BD Transpersonnage, une BD extrêmement engagée, de même que le film, l'adaptation de Bong Joon-ho, et au final très édulcoré par la mise en série Netflix. C'est vrai. C'est vrai, moi je pense qu'on peut pas dire autre chose que c'est vrai. Il y a une édulcoration, il y a une glamourisation qui participe à cette édulcoration. On raconte toujours, bien sûr, les inégalités sociales, on raconte des choses, bien entendu, mais il peut y avoir ce risque. Maintenant, il reste des séries qui sont quand même extrêmement violentes et relativement peu édulcorée. Si on prend quelque chose comme Squid Game, est-ce qu'elle est édulcorée parce qu'il y a les petites musiques, parce qu'il y a les couleurs? Certes, ça permet peut-être un accès plus facile, mais ça révèle encore plus de violence. En définitive, ces chansons enfantines et ce genre de choses, bien entendu. Donc, je ne sais pas. Alors après, est-ce que ce n'est pas nous aussi, spectateurs et spectatrices, qui avons besoin de cette édulcoration? Mais il faut trouver aussi le bon dosage. Parce que, regardons La Casa de Papel, au début, on l'aime parce que c'est La Casa de Papel, qu'elle est un peu radicale, etc. Et puis, la 4e et la 5e saison sont irregardables parce qu'elles sont tellement édulcorées qu'elles ont tout perdu. Donc, c'est un savant dosage entre la capacité à universaliser le message, à l'édulcorer, mais néanmoins en lui gardant sa signature. Si on perd trop loin la signature, je pense qu'on perd tout. Donc, je crois, et je fais l'hypothèse qu'il y a une limite à l'édulcoration. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je pense qu'elle se limite. Regardons Borgen. Si tout d'un coup on avait tout édulcoré, c'était fini, c'était terminé. Alors que la 4e saison sur le Groenland, elle est relativement exigeante, en tout cas elle n'est pas très édulcorée, elle est partiellement édulcorée pour qu'elle soit à peu près universalisable, c'est vrai, mais je trouve qu'elle ne perd pas sa signature. Voilà, c'est peut-être ça et ça que je dirais. Je trouve que La Casa de Papel, c'est un bon exemple. Il y a une signature vraiment hispanisante au début, un peu révolutionnaire et un peu rouge et orange. Et petit à petit, on la perd quand les États-Unis se mettent vraiment à la manœuvre dans les dernières saisons et ça devient insupportable, irregardable. D'ailleurs, c'est un échec et plus rien ne marche. Donc, je fais confiance à la dose. Vous savez, c'est un petit peu... vous allez voyager dans un pays très lointain, vous voulez peut-être la clim,
mais vous voulez quand même qu'il y ait du pays lointain. Vous voyez? Voilà, c'est peut-être ça. On ne veut peut-être pas que du pays lointain et peut-être que l'exigence suprême serait peut-être effectivement dans le livre, la BD ou une série excessivement exigeante. Mais s'il n'y a que de la clim, ça ne marche plus. Voilà, ça serait un petit peu ça que je dirais. Une question très ponctuelle. On vous demande votre avis sur des séries Arte intitulées Berlin 56, 59, 63. Question très ouverte. Moi, je la trouve très bien. Je trouve que les séries Arte, généralement, sont des séries aussi qui se valent être un peu plus impartiales que certaines autres séries qu'on peut voir sur d'autres plateformes. Donc, en ça, c'est très intéressant. Et peut-être relié aussi il y a des questions un peu sur les séries historiques. Je trouve que c'est un élément extrêmement important, les séries historiques, dans un certain reflet, en tout cas, de ce qu'est l'histoire ou de ce qu'elle a été. Je pense qu'elles ne peuvent pas être totalement impartiales de toute façon. Donc, pour répondre à une autre question sur la question de la perception du public vis-à-vis d'une histoire et le régime politique passé, évidemment, alors elle est plus ou moins appuyée, elle est plus ou moins biaisée. Encore une fois, je reviens sur cette idée de biais, mais je ne crois pas que le biais soit forcément fait de mauvaise foi ou militant ou quoi que ce soit. On évolue, chacun de nous évolue selon le lieu géographique où il évolue, selon l'état dans lequel il est, selon son histoire, selon la façon dont il a appréhendé cette histoire, selon la façon dont on lui a appris, selon tous ces éléments, évidemment, selon sa propre histoire, évidemment. Donc, je crois que évidemment que ces séries historiques ont un impact sur la perception de ce qu'a été l'histoire. Et ça revient un peu à l'idée justement de faire attention justement dans l'analyse de ces séries à être capable justement et être en mesure de non pas trouver le pendant, mais de se renseigner aussi ailleurs justement pour savoir ce qui est biaisé, ce qui l'est un peu moins, et pouvoir justement faire un peu l'équilibre dans cette perception de ce qu'est l'histoire. Et je me permets, Gaël, justement, de revenir à la deuxième question là, sur Tchernobyl, The Looming Tower, je ne l'ai pas vu, mais sur Tchernobyl, c'est aussi effectivement, ça participe à la perception de l'histoire, parce que là, en l'occurrence, Tchernobyl et la façon dont est faite la série, ça dépeint quand même de manière assez ostentatoire la capacité ou l'incapacité justement de l'Union soviétique à réagir en conséquence, de manière rapide, de manière efficace et de manière ordonnée, coordonnée, et ce qui a mené justement à la catastrophe. Donc ça montre aussi toutes les dérives de l'événement, mais si on creuse un peu, évidemment, on voit derrière toutes les dérives d'un système, du système de l'Union soviétique. Mais sur Berlin aussi, c'est pareil que Cléo, c'est pareil que Deutschland 83, c'est pareil que, voilà, c'est Berlin 56, 59, 63. Je trouve que ce sont des séries excessivement puissantes pour raconter quand même et rappeler aussi, alors là, plus particulièrement sur les Berlins, le nazisme, enfin des relents comme ça, ici ou là, de super, évidemment, radicalisation politique. Sur fond à la fois, moi ce que j'aime bien, c'est sur fond de pop culture aussi. C'est comme ça aussi qu'on édulcore sans édulcorer. La pop culture permet finalement de faire passer les messages de manière peut-être un peu édulcorée, mais hyper puissante. C'est, là je fais une parenthèse sur la pop culture, c'est toujours d'ailleurs de Russell T. Davies, c'est la série It's a Sin, qui est une série, je trouve, c'est pour moi la série absolument mythique sur l'arrivée du sida à Londres. On est en 1981 et tout ça se fait évidemment dans les boîtes de nuit avec tous les groupes de rock et de pop rock de l'époque. Et on pleure 6 heures d'affilée quand on fait partie de cette génération. Enfin, 6 épisodes d'affilée quand on fait partie de cette génération. Et je pense qu'il n'y a pas plus fort aussi, là, comme message à la fois politique et sanitaire que cette série. Et ça aussi, c'est très important. Et du coup, Berlin 56, etc., fait partie et joue avec la pop culture. Et je trouve que ça, c'est très important aussi, du coup. Alors, une question sur un État dont on a encore assez peu parlé, Israël, qui semble être un pays de plus en plus présent sur le marché de la fiction, notamment sur Netflix. Qu'en est-il de la production de séries israéliennes?
quelle représentation du pays s'y dessine, et quelle représentation de la frontière? Tout à l'heure, c'est vrai qu'on a, moi, quand on a dit quels sont les États qui s'en tirent bien, je pense qu'Israël en fait sacrément partie. Et Israël a joué une carte absolument incroyable de soft power et s'est emparé de cela. Alors, est-ce que peut-être que c'est aussi une espèce d'influence de savoir-faire entre les États-Unis et Israël? Mais en tout cas, Israël a bien tiré son épingle du jeu sur tout cela. Évidemment, le point de vue, c'est compliqué parce que certains pourraient dire évidemment que les Fauda, les Hatoufim, etc., racontent ça du point de vue israélien et que finalement les Israéliens s'en sortent bien. D'autres pourraient dire qu'ils sont plutôt objectifs et qu'ils sont aussi critiques sur la question de l'État d'Israël et de comment on gère justement les territoires occupés. C'est délicat, je trouve, parce que l'on soit d'un côté ou de l'autre de la frontière, justement, je trouve qu'on ne dit pas la même chose, en définitive. Quant à moi, je me garderais bien de dire quoi que ce soit, mais en tout cas, je dis ça, ce qui est déjà pas rien. Après, Israël aussi, sur des séries moins géopolitiques, a su aussi tirer son épingle du jeu pour raconter l'orthodoxie en Israël. C'est pas du tout, c'est tout à fait intéressant, mais aussi des choses beaucoup plus justement pop culture via Tel Aviv. Vous voyez, il y a aussi, on voit cette frontière à la fois symbolique, évidemment géographique, entre la capitale Tel Aviv et la capitale Jérusalem, et on voit ça tiraille. C'est la modernité versus évidemment l'histoire et la tradition, et je trouve que ça, Israël le montre très bien et montre son double visage et son visage hybridé, j'ai envie de dire, plutôt que double, hybridé. Je trouve que c'est fantastique, avec en plus des reprises absolument incroyables de plusieurs de leurs séries qui sont déclinées dans le monde américain et français et qui sont des succès à terme vraiment planétaires, ou inspirants, ou inspirés, ou clairement exportés. Donc c'est une puissance énorme, mais comme on le disait sur la Corée du Sud tout à l'heure, c'est beaucoup d'argent et c'est une volonté économico-politico-diplomatique sans faille, que la France d'ailleurs ne joue pas. C'est mon gros bémol sur la France, sur cette affaire, où la France est en train de passer relativement à côté de cette affaire-là, de soft power, vraiment géopolitique, etc. Alors, ok, le bureau des légendes. Et puis après, oui, ok, un peu baron noir, très bien, mais ça ne nous fait pas vraiment grandir. Et puis après, on a 3%, on a Lupin, très bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on a envie de dire de la France, à part ses comédiens, ses comédiennes historiques, confèrent 3%, à part ses hôtels de luxe, ses parfums, sa cosmétique, son luxe, confère Lupin. Je trouve que là, est-ce qu'on loupe pas un peu le coche? Après, il y a des séries qui sont aussi un peu française, mais aussi travaillée au niveau de l'Europe, qui s'appelait Crossline. Je trouvais ça très intéressant, comment une sorte justement d'Interpol européen travaillait ensemble à des affaires policières. Et là, on avait l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, me semble-t-il, la Belgique, qui est très important dans les séries, la France et l'Italie. C'était très important parce que ça racontait vraiment l'Europe au quotidien, via des enquêtes policières, et elle passait comme ça voilà, ça, je trouvais ça intéressant. Je finis sur la question du soft power à la française avec Les Gouttes de Dieu, qui est évidemment tiré d'un manga, enfin d'un livre sur la passion du vin, et c'est à la fois une série donc française et japonaise qui raconte le vin à la française, je vais faire très bref, mais on voit encore qu'on rentre un peu, cette série est fantastique, mais on rentre un peu dans les clichés du soft power à la française, quand on ne va pas acheter de la mode, on achète du vin, grosso modo. Alors, une petite remarque, la politique n'est pas toujours montrée négativement. On nous cite l'exemple de la série coréenne Queen Maker.
Alors, Queenmaker, c'est ma série absolument fétiche, préférée, je l'adore littéralement. Je suis d'accord, bien entendu. Alors après, on voit bien aussi bon, voilà, les affres de comment on accède au pouvoir, à la mairie de Séoul. C'est pas facile, hein, et ça joue beaucoup aussi avec l'argent, la corruption, les grandes familles puissantes. Et puis à côté de ça, il y a finalement des retournements de situation, une avocate activiste qui veut absolument que ça se passe autrement, via un pouvoir au féminin. Alors, est-ce qu'il est plus pur que les autres? Je ne crois pas. Mais dans Queenmakers, bah, c'est vrai que les femmes, en tout cas la majorité, ont un peu la part belle. C'est plutôt sympathique. Mais c'est une série sur laquelle moi je travaille beaucoup actuellement en plus. C'est une série où on voit vraiment comment on doit gagner de l'argent quand on veut faire une campagne politique, les sondages, la rue, l'opinion publique, les journalistes. C'est vraiment une série très, très, très complète. Et je trouve que ça fait un peu un pied de nez à nos fameux savoir-faire en démocratie occidentale, et tout d'un coup, on voit bien que les façons de faire, même les sondeurs, hein, on pourrait dire Stéphane Rosès, Giacometti et autres Brice Teinturier sortent de ce corps, et tout d'un coup, ils sont transposés au sud de la Corée, et c'est très drôle. Je la trouve très, 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 très aboutie, cette série. Alors, une question qui nous met au défi de parler de séries qui ne seraient pas trop anciennes pour des élèves de première en 2023. Quelles pistes concrètes d'utilisation proposez-vous après ce panorama des meilleures séries géopolitiques? Ah ben, si Queenmaker, c'est pas récent, et Diplomate, c'est pas récent, on ne sait plus quoi faire, hein. Ça, c'est du 2023, je pense. Il me semble. Oui, non, ça, certainement. Les Gouttes de Dieu, c'est du 2023 aussi, hein, 2022-2023. Je pense que, autant que faire se peut, Antoine, est-ce que vous avez d'autres idées? J'en ai sûrement d'autres. Je pensais évidemment à The Diplomat, mais je pense qu'il y a une autre question aussi qui était articulée, c'était de dire comment utiliser ces séries géopolitiques là dont on a parlé justement à des fins pédagogiques. C'est vu la production de séries et les peurs de séries qui sortent tous les ans, c'est très difficile d'en faire émerger une ou deux, mais je pense que rationnellement, on peut s'appuyer sur les séries dont on a parlé, qui sont certes anciennes, vu à l'échelle à laquelle la production de séries défile, mais quand on a des productions qui datent de 2015, 2016, 2017, c'est pas si ancien. Les thématiques peuvent être largement rapprochées avec des thématiques qu'on connaît aujourd'hui. On a parlé de Occupied avec la Russie, cette question-là. Le Bureau des légendes, c'est tout à fait contemporain Même des le thématiques serviteur du aujourd'hui. peuple, ça date de 2018, Oui, bien sûr. et vu en 2019. Enfin, c'est quand même très contemporain selon moi. C'est très récent, oui. Ça reste très récent, et je crois qu'il y a une. Alors, j'ai bien conscience. Enfin, je visualise la difficulté à motiver des étudiants à leur dire qu'une série a plus de 5, 6, 7, 8 ans. Parfois, c'est vrai que même probablement nous, on peut se poser la question de savoir si ça vaut le coup. Peut-être qu'une idée d'approche, c'est non pas de les lancer dans ces séries, mais peut-être extraire des bribes d'informations de ces séries qui peuvent, in fine, leur donner envie de les regarder. Et encore une fois, ces bribes de séries qui trouvent entièrement écho dans de l'actualité géopolitique actuelle. Ça, c'est une première chose pour la question géopolitique. Je ne le décorrèle pas complètement, mais c'est un peu différent. Sur les questions historiques, les séries historiques dont on a parlé sont évidemment un très bon enseignement aussi, une très bonne appréhension de l'histoire. Toutes les séries dont on a parlé, hein. Et il y en a d'autres, et je pense qu'il y en aura probablement Notre d'autres avenir, c'est là-dessus. ça aussi. Voilà, exactement. Bien sûr, complètement. Donc, aller piocher de manière concrète, aller piocher soit des extraits, soit des épisodes de manière concrète pour illustrer un exemple du cours, soit d'histoire, soit de géographie, évidemment aussi, et de géopolitique. Je pense que ça peut prendre tout son sens. Après, regardez toute une série, il y avait une question aussi sur la longueur des séries. Effectivement, se lancer dans une série qui fait, j'exagère,
À peine, mais 8 ou 9 saisons, vous avez 12 épisodes qui durent 1 heure, c'est un engagement en termes de temps qui est énorme, et donc la réticence, elle est largement entendable. Donc voilà, peut-être qu'extraire des extraits, retirer des extraits pour les présenter, donnera probablement envie à certains étudiants d'aller plus loin ou pas, en fonction des thématiques qui les intéressent ou moins. Et voilà, je pense que c'est une bonne idée d'accroche, plutôt qu'effectivement de leur dresser une liste de séries qui, a priori, soit sont trop longues, soit sont trop anciennes, je mets des guillemets parce qu'on s'entend là-dessus. Voilà. D'accord. Là-dessus, alors désolé puisque c'est pas chez votre maison, dans votre maison d'édition, mais moi je suis en train de boucler un manuscrit donc sur la géopolitique des séries justement pour les étudiants et les terminales, enfin tous les programmes dont on a parlé depuis tout à l'heure, mais aussi les concours. Et là, du coup, c'est vrai que c'est vraiment décortiqué. On a pris 16 séries très emblématiques et on est allé donc les décrypter au regard des questions géopolitiques, uniquement. C'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé. Donc, ça sort normalement en septembre chez Deux Box Supérieurs. Donc, vous voyez bien, c'est vraiment quelque chose de très estudiantin. Et là-dessus, c'est vrai que ça peut aussi donner des petits tips parce que c'est assez facile, c'est déjà digéré, et après, on peut avoir envie ou pas de regarder la série. Je dirais peut-être une chose un petit peu différente d'Antoine, mais je ne viens pas contredire, je dis un truc un peu décalé. Moi, je dirais, prenez plaisir. Vous devez absolument regarder Homeland, c'est absolument nécessaire. Il y a 150 000 épisodes, c'est insupportable. Quand on n'a pas pris Homeland au début, on ne le rattrape jamais. Mais tout d'un coup, peut-être que Carrie peut vous plaire. Comment s'appelle-t-il? Son collègue peut vous plaire et vous pouvez vous embarquer parce que la série, selon moi, nonobstant tous les côtés intellectuels dont on a parlé, ça doit rester aussi du plaisir. Et finalement, si Homeland vous fait plaisir, ça va y aller tout seul. Essayez de garder à l'esprit que ce n'est pas que de la série, mais que c'est aussi de la série. Et c'est quand même une logique de plaisir. Et si on doit binge-watcher Homeland parce qu'on est embarqué par Berelson et par Carrie, soyons embarqués, vous voyez. Tout comme il y a 15 jours, je me suis fait embarquer il y a un mois par Queenmakers. Et puis après, on réfléchit après, c'est pas grave à la limite, quoi, vous voyez. Et puis on achète des livres qui décryptent, on va regarder des gens qui sont là pour décrypter. On assiste à ce type de conférences où tout d'un coup, on prend à la fois de l'épaisseur, du recul et de l'analyse. Mais le plaisir doit être quand même central, selon moi. Je partage bien évidemment, Virginie, la notion de plaisir justement dans l'appréhension de la matière, qui est la meilleure forme, à mon sens, de s'y intéresser. Donc, Oui, je reprends une question qui nous a été posée sur les exemples concrets d'utilisation de séries en AGGSP, et j'ai envie de la poser aussi à Fanny et à Franciane, parce que le choix que vous avez fait cette année en faisant cette nouvelle édition de notre manuel de première, c'est justement de proposer, sous le signe du plaisir aussi, aux élèves d'entrer dans cette nouvelle discipline par les séries. Oui, tout à fait. Quand j'ai lu la question, j'avais envie de dire, ouvrez le manuel, ouvrez les premières pages et voyez la richesse que constituent ces matériaux pour découvrir les acteurs de ces disciplines, les méthodes, les sources utilisées. Et on parlait d'extraits, parfois ne serait-ce que les bandes annonces des séries, elles sont toujours très très riches et très faciles d'accès. Donc je conseille fortement de consulter ces pages-là et de les utiliser, et donc utiliser les génériques. Je suis tout à fait d'accord. Juste, je suis désolée de rebondir peut-être un peu de manière un peu directive, mais typiquement, moi j'ai écrit, je pense, une page à peu près sur le générique de Mad Men. Voilà, justement dans le bouquin dont je viens de parler, parce que le générique de Mad Men raconte tout. C'est la musique de The Falling Man. Enfin, on pourrait tellement en dire sur le 11 septembre, l'homme qui tombe. Évidemment, Dan Harper, le héros, et ses fantômes et ses passions tristes, comme dirait l'autre. Voilà, les génériques sont effectivement parfois ils résument
la quintessence même de la série, et ce ne sont pas que des génériques. Et peut-être à une époque où nos élèves ont l'habitude d'aller vite, de regarder beaucoup de vidéos très courtes, prendre le temps de se poser, voilà, de regarder, de décortiquer et de les exercer un œil critique, c'est que du plus aussi. Et de les inciter à découvrir les séries. Ça fait partie d'une culture, et de découvrir un monde qu'ils méconnaissent, c'est aussi la charge des professeurs, je pense. Allez, une dernière question, parce qu'évidemment, le temps passe trop vite, et il est déjà 17h30. Une dernière question sur les nombreuses séries turques qui retracent la glorieuse histoire de l'Empire ottoman. Qu'en dire? Qu'en dire, qu'Erdogan adore ça, qu'il adore les diffuser, qu'il adore vraiment raconter cette grande Turquie, cet empire ottoman passé, que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance et de pouvoir régionalement. C'est beaucoup, c'est très apprécié, c'est énormément regardé. Donc ça, quand même, à la fois du pouvoir, de l'influence, et c'est un vrai soft power qu'Erdogan a plutôt bien réussi pour l'instant, évidemment, avec tous les pays frontaliers, et ça va jusqu'en Égypte, jusqu'en, évidemment, Afrique du Nord. C'est très puissant et très efficace. C'est vraiment chevaleresque, enfin, vous voyez, hein, c'est la grande et belle Turquie c'est la Turquie ottomanienne, quoi, tout simplement, voilà, qui est le contraire de la série dont je parlais tout à l'heure, Dizbars Kadir, qui raconte toute autre chose. La sécularisation, la laïcité, l'homosexualité, les viols, les agressions sexuelles. Bon, on est complètement ailleurs que sur ces séries, effectivement, qui vantent l'empire, enfin la Turquie ottomanienne et les fantasmes que ça peut engendrer. Bien. Alors, il est 17h32, donc voilà, nous arrivons au terme de cette conférence. Je m'excuse auprès des personnes dont on n'a pas relayé les nombreuses questions. Vous avez été nombreux et nombreux à nous écouter. Je remercie très chaleureusement tous nos intervenants, Virginie Martin, Antoine Diacre, Ancienne Alerte, Fanny Maillot-Viel. À toutes et à tous, une très belle fin de journée. Prenons plaisir et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci merci à tout beaucoup. le monde. Merci.